suis toujours ravi de venir ici à Tanger. Je remercie le président, le conseil scientifique, les doyens d'être ici pour me donner l'occasion de vous parler de la fièvre non infectieuse. On a vu des situations aiguës ORL, à chaque fois on pense infection, bactéries, suppuration, mais on a aussi des situations où on a la fièvre qui n'est pas infectieuse. Donc ça, c'est un titre qui m'a été soufflé par Khalid parce que au départ, on réfléchissait comment on pourrait trouver un titre intéressant autour de la fièvre non infectieuse. Et moi, j'avais l'idée de présenter la fièvre du samedi soir. Et donc, je lui ai dit, mais je pourrais parler le samedi, par exemple. Il m'a dit, non, non, je te mets le vendredi et tu parleras des fièvres non infectieuses. Je me suis dit, mais pourquoi il veut pas que je parle de la fièvre du samedi soir? C'est sans doute parce que son dernier selfie qu'il a fait en soirée, il voulait pas que je le diffuse devant une audience complète. Donc, je ne parlerai pas de ce sujet-là. Tu as raison, pas de fièvre du samedi soir. Aujourd'hui, on va parler des autres fièvres non infectieuses. Alors, de quoi on parle? Finalement, derrière la fièvre, là, c'est sérieux. Les rencontres de Tanger, c'est sérieux. On peut schématiquement un peu séparer, et le topo va être comme ça. D'un côté, les fièvres récurrentes et la fièvre continue qui ne sera pas infectieuse. Donc, on va aborder ces deux sujets ensemble, en commençant par les fièvres récurrentes. Alors, je dois dire que l'IA a été un peu ingrate sur le physique de notre collègue, puisque on sait qu'il a un physique de marathonien, et là, on ne dirait pas comme ça sur la photo. Donc, je suis désolé, Raline, ça, c'est l'IA. Donc, si on commence par les fièvres récurrentes, elles appartiennent au champ des maladies auto-inflammatoires. Alors, juste pour vous souvenir, c'est très basique, mais on a deux lignes de défense, globalement. L'immunité innée, qui arrive en quelques secondes, quelques minutes, quand on a une agression, une écharde, une bactérie, et elle mobilise des cellules, les monocytes, macrophages, les neutrophiles, qui arrivent immédiatement sur le foyer inflammatoire. Ces cellules-là, elles sont capables de produire des cytokines, les hormones de l'immunité, parmi lesquelles l'IL1, l'IL6, le TNF-alpha. Mais on n'a pas de production d'auto-anticorps, là on n'a pas de lymphocytes, et c'est ce qu'on mobilise très rapidement. Les excès de réponse de cette partie-là de l'immunité, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires. C'est dans ce champ de maladies-là qu'on trouvera les fièvres récurrentes, auto-inflammatoires. De l'autre côté, c'est l'auto-immunité, quand on a un excès de réponse de l'immunité adaptative, deuxième ligne de défense, celle qui met 14 jours pour arriver, c'est les lymphocytes T, les lymphocytes B que vous connaissez bien. Dans ce cas-là, c'est une réponse spécifique d'antigène, donc qui est éduquée, qui nécessite du temps, puisqu'il faut 15 jours quand même pour qu'elle arrive lorsqu'il y a le premier contact. C'est pas pareil quand on a un rappel, où c'est tout l'enjeu de la vaccination, où on a une réponse plus rapide. Donc ça, quand ça marche trop fort, la deuxième partie de l'immunité, ce sont les maladies auto-immunes, mais c'est bien d'avoir à l'esprit la différence entre auto-immunité, auto-inflammation. Pour nous, en rhumatopédiatrie, on classe quasiment toutes les maladies de la Terre entre celles qui sont très auto-inflammatoires, ici au-dessus, de celles qui sont très auto-immunes, et puis on voit qu'il y a tout un continuum des différentes maladies inflammatoires, depuis celles qui sont plutôt auto-immunes avec des auto-anticorps, de celles qui n'ont pas d'auto-anticorps, pas de T autoréactif, et qui sont les maladies récurrentes auto-inflammatoires. Alors si je dois commencer par une, sans doute la plus fréquente en Europe, c'est le syndrome de Marshall, qui est une fièvre récurrente, cette fois-ci non génétique. C'est le PFAPA. PFAPA, c'est un acronyme, Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis et adénopathie ou adénitis. Donc, en fait, on vient de voir de l'ORL, donc on reste un peu dans l'ORL. C'est notre syndrome auto-inflammatoire ORL. Ça commence avant 5 ans, mais habituellement après 1 an. On a des épisodes d'inflammation ORL récurrents. Les épisodes, ils durent 3 à 5 jours. On a parfois des petits signes précurseurs. Les parents disent, bah oui, il est fatigué. La veille, on sait qu'il va faire quelque chose le lendemain. Alors, ils ont une pharyngite non infectieuse, des aftes. Alors ça vous met fortement sur la piste. On n'a pas toujours les aftes. Enfin, quand il y a des aftes, c'est sûr, on va y penser. Et ils ont des adénopathies cervicales importantes au moment de l'épisode. Et en dehors, donc, quand on reprend le carnet, on voit, ils ont fait des épisodes infectieux récurrents. De temps en temps, on a fait les TDR et c'est une bonne chose de le faire parce que comme ça, on élimine que ce ne soit pas une bactérie. Ce n'est pas des infections bactériennes récurrentes, c'est bien un excès d'inflammation ORL. Et on n'a habituellement pas de signe extra-ORL par rapport aux autres fièvres récurrentes. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont habituellement pas d'éruption, ils n'ont pas de douleur à dos, et puis ils n'ont pas de signes, ils grandissent bien, il n'y a pas de malabsorption, donc ils ont un très bon état général. Et le point commun de toutes les maladies auto-inflammatoires, c'est que pendant l'épisode, ils sont très inflammatoires. Si vous faites une CRP, il y a volontiers 200. Donc en général, on se dit, bon, c'est sûrement bactérien, c'est pas possible, une CRP pareil. Bah non, c'est pas bactérien, c'est purement inflammatoire. Et en dehors des crises, ils ont des CRP qui se normalisent. Donc il faut avoir les deux infos pour vraiment dire c'est auto-inflammatoire, fièvre récurrente. Et nous, ce qu'on aime bien faire,
et je dirais que c'est une pièce maîtresse de toutes les explorations des fièvres récurrentes, c'est le carnet de fièvre. Et alors, le FAPA, c'est sans doute la fièvre la plus récurrente et la plus périodique, parce qu'on peut presque prédire, là c'est un tableau typique, mais toutes les 3 semaines, on a la fièvre qui revient. Et en fait, les parents, ils sont magiciens, ils peuvent dire ça sera pour la semaine prochaine, et ça ne loupe pas. C'est effectivement à intervalles réguliers pour un enfant donné. Donc le calendrier de la fièvre, il est très utile. Celle-ci, c'est la plus récurrente et celle qui a l'intervalle le plus régulier dans un sens. Et comment ça se soigne, ça se traite. Donc c'est sûr que tous les urgentistes, tous les pédiatres vous envoyaient des FAPA, mais on ne les reconnaît pas très bien. Il y a un moyen quasiment d'en faire le diagnostic, quand on a identifié ce problème de fièvre récurrente répétée, c'est de faire le traitement de la crise, qui nous sert presque de test diagnostic, c'est une dose de corticoïde à 1 mg kilo. Donc Solupred, 1 mg kilo, une prise au moment où on a reconnu que c'était toujours les mêmes symptômes. Les parents, de toute façon, ils arrivent à reconnaître. Ils nous disent « Ah bah oui, là, c'est exactement la même chose qu'il y a 3 semaines. » Donc une seule dose, et par rapport à d'habitude où ça dure 3-5 jours, ça s'arrête en 4 heures. Alors là, c'est tellement magique, ils vous disent « Ah bah oui, ça a vraiment tout changé. » Mais parfois, ça rapproche les épisodes. Donc ça va pas ça va les inquiéter. Leur dire ça peut arriver. Bon, bien sûr, on donne des antipyrétiques plus classiques. C'est sans doute utile de vérifier la supplémentation en vitamine D. C'est ce qu'on a mis dans les recommandations. On a vu que souvent, ça pouvait aider à normaliser, réduire les épisodes fébriles. Rarement, on va mettre de la colchicine. Et puis, l'évolution naturelle de ce FAPA, qui n'est pas une maladie génétique, c'est que ça disparaît. Et à partir de 6-8 ans, normalement, ça finit par ne plus poser de problème, disparaître complètement. Donc, à l'âge scolaire, au moment où ils rentrent en primaire, les enfants ne doivent plus être embêtés par ça. Parce que sinon, ils sont quand même absents 3-4 jours au moment des épisodes. Alors, la cortisone réduit fortement, mais bon, ça peut leur faire sauter quand même des demi-journées. Donc, normalement, à l'âge de 6 ans, ça disparaît. Et on voit ça, nous, plutôt comme une sorte d'immaturité du système immunitaire. Donc, on ne sait pas trop ce qui les déclenche. Ça reste une maladie un peu mystérieuse, mais c'est en tout cas inflammatoire, très inflammatoire. S'ils ont des CRP normales au moment de l'épisode, c'est pas ça, c'est sûr. C'est peut-être des infections virales à répétition. Mais par contre, s'ils ont 80, 150, 250, c'est possible que ce soit ce genre d'épisode, il faut le démontrer. Et les corticoïdes ont un effet magique, on-off, c'est quasiment un test diagnostique. Donc le FAPA, sous nos contrées côté Europe, c'est le plus fréquent. Et donc pour nous, c'est un peu plus facile d'en faire le diagnostic. Pour vous, sans doute un peu moins, à cause des autres fièvres récurrentes, notamment génétiques, qu'on va aborder juste après, mais ayez l'idée de penser au FAPA, parce que pour le coup, c'est quand même assez facile ensuite à prendre en charge, et puis c'est rassurant, on peut dire aux parents, ça va disparaître. Alors ensuite, on a les autres fièvres récurrentes, qui sont les fièvres génétiques, fièvres récurrentes héréditaires. Et celles qui sont les plus caractérisées, c'est ces 4 qui sont présentées ici, on appelle ça les inflammasomopathies, parce que maintenant on comprend un peu mieux comment elles fonctionnent, je vais vous en dire 2 mots. Mais si on doit les lister, et je ferai un point sur le premier, c'est la fièvre méditerranéenne familiale. Donc celle-ci, c'est la plus fréquente des fièvres récurrentes génétiques. Vous la connaissez parce qu'elle est plus fréquente sur tout le bassin méditerranéen. Donc il y a pour les fièvres récurrentes un sujet ethnique de savoir d'où vient la population, et on verra tout à l'heure pourquoi. La fièvre est un peu différente aussi, c'est des pics de 72 heures, 2-3 jours, et ensuite ça s'arrête. C'est plus court dans un sens que le FAPA. Le déficit en mévalonate kinase, c'est un autre déficit qui donne des fièvres récurrentes, qui va commencer volontiers dans la première année de vie, parfois même dans les premières semaines, avec de temps en temps des signes digestifs associés. Ça peut même ressembler à une maladie inflammatoire du tube digestif au départ. Et ces enfants qui ont l'éruption, ils ont la fièvre récurrente. Les épisodes durent aussi un peu plus longtemps. C'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. Et on a l'acide mévalonique urinaire, qui est un super indicateur pendant la fièvre pour nous mettre la piste sur cette entité-là. Donc quand vous avez des fièvres récurrentes, mais qu'il y a des signes extra-ORL et que ça commence tôt dans la vie, notamment quand il y a des signes digestifs, acide mévalonique urinaire, au moment de la crise, ça vous permet de l'éliminer ou aller plus loin lorsque c'est positif. Bon, les cryopyrinopathies, autre situation de fièvre récurrente, ça c'est dominant, c'est un continuum de symptômes depuis les urticaires au froid, favorisés par le froid. C'est des gens qui, comme c'est dominant, parfois ils ne s'inquiètent pas trop, parce que leur grand-mère, de toute façon, quand elle allait dans les surgelés, dans le rayon des surgelés, elle devenait toujours toute rouge. Ils avaient dit c'est de l'urticaire au froid, on ne s'inquiète pas trop. Donc, vous pouvez retrouver ce type d'antécédents chez ces patients, et ils vont aussi avoir de la fièvre au moment de l'urticaire, favorisée par le froid, jusqu'à des formes un peu plus sévères, où en plus s'ajoutent des arthrites, où en plus s'ajoutent même des méningites chroniques, qui sont, à mesure que c'est le plus grave, de moins en moins fébriles et récurrents. Mais donc c'est une entité un peu particulière dont je n'évoquerai pas. Et puis le TRAPS, qui est la 4e maladie auto-inflammatoire qui donne des fièvres récurrentes, où là, les épisodes de fièvre,
Ils sont beaucoup plus longs, c'est 2-3 semaines de fièvre. Donc, c'est en général des enfants qui sont hospitalisés. On leur cherche par tous les côtés qu'est-ce qui peut bien leur causer des CRP à 300. Et puis, on ne comprend pas en général au premier épisode. Puis la deuxième fois qu'ils font ça, on se dit ah, bah, peut-être que c'est une fièvre récurrente parce qu'on n'avait pas trouvé la première fois. Alors, l'origine ethnique est importante. On a les symptômes associés. Vous voyez aussi le début, hein, les cryopyrinopathies. On en diagnostique vraiment le début dans la première année de vie. C'est pareil pour le déficit en mévalonate kinase. TRAPS, c'est quand même plus fréquent chez l'ado, l'adulte. Fièvre méditerranéenne familiale, ça ne commence pas non plus dans les 2-3 premières années. Hein. Fièvre méditerranéenne familiale, c'est à partir de 3 ans habituellement. FAPA aussi, c'est mis avant 1 an. Et puis on verra d'autres maladies qui sont moins récurrentes et plutôt persistantes devant les fièvres persistantes. L'autre élément important, c'est la durée des épisodes. Donc ceux qui sont parmi les plus courts, c'est les CAPS, 1 à 4 jours, hein, les urticaires au froid. Déficit en mévalonate kinase, c'est une petite semaine. Les TRAPS, je vous ai dit, c'est super long, ils sont tous hospitalisés en général et c'est qu'au deuxième épisode qu'on va y penser. Fièvre méditerranéenne, c'est 72 heures. Le plus souvent, ça peut être un peu plus long, mais c'est 3 jours, on va dire. Et puis, bon, il y a d'autres situations où on est plutôt face aux fièvres continues. Donc, la fièvre méditerranéenne familiale, que vous connaissez, que vous voyez sans doute même plus fréquemment que moi, donc c'est les mutations du gène MEFV. Donc, c'est une maladie génétique récessive. C'est la protéine codée par ce gène, c'est la pyrine, qui avait été appelée aussi marénostrine pour les raisons qu'on retrouve ces variants autour du pourtour méditerranéen. Et donc, ça sert, la pyrine, on sait un peu mieux ce que c'est un senseur des agents infectieux et des parois microbiennes. Donc, la pyrine, elle nous sert à détecter des motifs microbiens et déclencher une réponse immunitaire et la production notamment d'IL1. Donc là, vous avez une image de la pyrine. C'est ce qui se passe dans nos cellules de l'immunité, notamment les monocytes macrophages. Et donc, lorsqu'on a une stimulation par un agent infectieux, ça s'active dans nos monocytes macrophages, ça s'assemble sous une forme multiprotéique qu'on appelle inflammasome, qui aboutit ensuite à la production d'IL1 et IL-18. Et quand on a des variants, des mutations sur ce gène, on va avoir tendance à fabriquer trop d'IL1. Et il y a un élément intéressant qui explique l'histoire de pourquoi c'est dans le pourtour méditerranéen. En fait, on ne peut pas faire de diagnostic de FMF chez les Suédois ou les Bretons, ça c'est pas possible. C'est vraiment des gens qui ont vécu autour du bassin méditerranéen, à l'endroit des échanges importants qui se faisaient par bateau, à une période particulière. En fait, on a sélectionné des variants de FMF, c'était au moment de la peste du XIVe siècle, parce que Yersinia pestis, qui a décimé, il faut se souvenir, quasiment un tiers de la population, hein, on n'est pas dans le Covid, là, un tiers de la population qui disparaît sous l'impulsion de Yersinia pestis à ce moment, eh bien, ceux qui étaient hétérozygotes pour le variant MEFV, notamment le M694V, avaient une résistance naturelle. Ils fabriquaient, vous avez vu, hein, c'est lié à l'inflammation, ils fabriquaient plus d'IL1, et donc ils allaient être capables de mieux répondre à cette pandémie. Et donc à ce moment-là, il y a eu un énorme effet de pression, et c'est apparu tout à l'endroit, on peut superposer quasiment l'épidémie de peste et celle de là où on retrouve le variant MEFV M694V qui a été sélectionné à cette époque. Donc c'est à l'histoire de l'humanité assez récent. Hein. On est quelques siècles en amont, grosse pression. Et donc du coup, quand on fait la recherche de cette maladie, il ne faut pas la rechercher si c'est dans des Bretons. C'est ce que je dis à mes internes. Il y a no chance de trouver une mutation dans MEFV. Par contre, si on s'appelle Benani, Tougnan, il faut se méfier, et surtout quand on a cet accoutrement, pour vérifier, parce qu'on a une augmentation de prévalence de ce génotype en population arménienne, séfarade, turque. Donc, c'est une maladie récessive. Les accès inflammatoires, c'est à partir de 2-3 ans, et ça dure à peu près 3 jours. Les intervalles libres, et donc ça peut arriver de manière récurrente tous les 2-3 semaines, à tous les 3 mois. La fièvre, elle est assez monophasique, donc un gros pic à 40, une fièvre importante, souvent d'installation assez brutale. On a des maux de ventre associés, parfois des tableaux pseudo-chirurgicaux. Puis alors comme ils ont 200 de CRP, j'aime autant vous dire, le chirurgien il va tout de suite voir ce qui se passe. On peut avoir du liquide, un épanchement péritonéal, mais c'est des péritonites médicales. Et parfois on n'a pas de fièvre, ce qui peut aussi tromper au départ. La polysérite, elle est assez évocatrice. Donc on va retrouver des épanchements pleuraux, péritonéaux, des arthrites également. On a un élément qui est très évocateur pour nous, c'est le pseudo-érysipèle. Pseudo-érysipèle, fièvre, polysérite, c'est une fièvre méditerranéenne familiale. C'est quelque chose de très sensible et c'est peut-être un peu moins connu
mais les gens qui sont porteurs de MEFV vont faire plus souvent des purpura rhumatoïdes. Donc, ça nous est arrivé déjà, nous, de faire le diagnostic de FMF chez un jeune qu'on diagnostique pour purpura rhumatoïde, puis quand on regarde le carnet, on voit qu'il fait plein de fièvre tous les 3-4 mois sans qu'on comprenne trop pourquoi, et on arrive comme ça au diagnostic. Donc, la description complète, vous la connaissez, c'est l'ensemble de ces symptômes assez évocateurs, la fièvre, douleur abdo, les polysérites, les arthrites myalgies, c'est douloureux, ça fait des courbatures, lésions pseudo-éricipèles, des céphalées, et l'amylose qui, heureusement, chez l'enfant, ça a quasiment disparu, c'est très rare. Ou alors, il faudrait avoir un cours de maladie jamais vu par personne et diagnostiqué à 17-18 ans. On peut avoir des aphthoses, des céphalées, les myalgies, j'ai mentionné. Le syndrome inflammatoire est intermittent, les CRP très élevés. Alors, si on fait n'importe quelle biopsie ou ponction, il y a beaucoup de neutrophiles. C'est une maladie neutrophilique. Le diagnostic, c'est la génétique, et on a un hotspot sur l'exon 10, là où il y a le fameux M694V. Et le traitement, c'est la colchicine, 0,5, 1 mg par jour, qui diminue nettement la fréquence des crises. Encore une fois, l'enjeu d'avoir le carnet. Et puis, on a des interactions médicamenteuses, donc il faut bien pouvoir le préciser. Et on a la possibilité, pour les quelques-uns réfractaires, mais je pense que vous n'avez pas accès aux anti-IL1, mais ça a pu aider. Mais globalement, la FMF, c'est rarement colchicine résistant. Quand ça résiste, c'est en général plutôt que l'enfant ne prend pas le traitement. Donc, colchicine, on s'en sort très bien. Alors, il y a un PNDS que vous pouvez consulter. Donc, on pense aux maladies auto-inflammatoires génétiques devant ces situations de syndrome inflammatoire biologique, au moins 3 récurrences et des manifestations extra-ORL, systémiques, qui vont nous faire évoquer ces diagnostics. Donc ici, il y a une petite liste de ce qui nous fait particulièrement penser à telle ou telle maladie génétique. Mais je vais, avant de finir sur les 3 minutes qui me restent, évoquer l'autre situation derrière les fièvres récurrentes, que sont les fièvres prolongées, qui peuvent aussi ne pas être infectieuses. Donc, dans quel cas? Donc, cette fois-ci, fièvre persistante. Eh bien, devant une fièvre prolongée, ça, c'est une histoire de tout pédiatre en service hospitalier de pédiatrie générale. Vous voyez que l'âge est un élément très important. Chez les petits, une fièvre prolongée, chez le moins de 6 ans, vous voyez quand même que c'est surtout les infections. Mais chez le plus de 6 ans, c'est égalité, infection, maladie de système, maladie inflammatoire. On a aussi toujours l'arrière-pensée, toujours du cancer, et puis d'autres diagnostics qu'on va un peu évoquer. Donc ça, c'est l'interrogatoire qui vous donnera la réponse bien souvent. Donc les causes infectieuses, si on veut s'en débarrasser, on a quelques germes qui donnent des fièvres prolongées. Vous avez mentionné la tuberculose, et donc je suis sûr que vous avez des situations comme ça, de fièvre prolongée, éventuellement ganglion, tuberculose. Bon, la brucellose est une autre cause de fièvre prolongée. Le palu, même avec sa course hectique que l'on connaît très bien, peut donner des fièvres persistantes. L'endocardite infectieuse et puis d'autres agents qu'on dit de germes atypiques peuvent donner des tableaux de fièvre persistantes, prolongées. Donc on les évacue, celles-ci, il faut d'abord y penser, les rechercher par sérodiagnostic, par ponction, par quantiféron, et ensuite on est débarrassé des causes infectieuses. Mais les causes inflammatoires, vous avez vu que chez le plus de 6 ans, c'est moite-moite, équivalent à peu près avec les causes infectieuses. Eh bien, celles qui sont volontiers pourvoyeuses de fièvre récurrente, de fièvre prolongée, c'est les atteintes digestives. Est-ce que c'est pas une Mickey? Est-ce qu'on n'a pas des aftes au niveau de la bouche qui expliquent ça? Est-ce qu'on n'a pas une perte de poids, une cassure staturopondérale? Donc ça, c'est un point important. Les hépatites, le TRAPS que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que normalement c'est récurrent, mais ça fait des épisodes très longs de 3 semaines de fièvre. Donc celui-là, il est un peu entre les deux. La maladie de Steele, la GI systémique, on va voir une diapo dessus juste après. Le lupus. Alors j'ai mis la maladie de Kawasaki ici, mais stricto sensu, il ne faut pas y penser une fois que c'est une fièvre prolongée, parce que la fièvre prolongée, c'est plus de 3 semaines. Donc il ne faut pas attendre 3 semaines pour penser à une maladie de Kawasaki, vous le savez bien. Mais cependant, une fièvre nue de plus de 7 jours chez un petit de moins de 6 mois, par exemple, ça peut être une maladie inflammatoire, ça peut être une maladie de Kawasaki. Et c'est la forme la plus trompeuse parce qu'on n'a pas tout le reste des symptômes. Donc la maladie de Steele, une dia, pour vous dire que c'est des fièvres, alors normalement plus que 2 semaines, qui ont une particularité. C'est que c'est le soir que la fièvre monte et on a cette éruption saumonée contemporaine des pics de fièvre le soir. Ça, c'est un aspect très typique de maladie de Steele. Alors en plus, quand on a les arthrites, en plus quand on a les signes d'activation macrophagique, ça va nous rendre le diagnostic plus facile. Mais je dirais que sur la fièvre éruptive, avec cette chronologie du soir, ça c'est très évocateur et donc je vous invite à y penser. On palpe bien le ventre, hépatosplénomégalie qui peut être présente. Autre situation qu'on n'aime pas, c'est soit en général on y pense bien, c'est les causes tumorales. Les causes tumorales, c'est des enfants qui sont très douloureux. Ils sont très douloureux, pourtant c'est pas très gonflé. C'est des douleurs osseuses qui donnent ce genre de douleurs. C'est des douleurs intenses, insomniantes. Chez des enfants qu'on trouve avec un état général dégradé, mais ils sont souvent pas très inflammatoires. Eux, si on leur fait une CRP, ils ont de la fièvre,
mais la CRP, elle ne sera pas à 250. Donc ça nous fait penser, est-ce que ça peut être tumoral, leucémie, lymphome, le neuroblastome, et on cherche un syndrome tumoral, on cherche des dissociations clinico-biologiques, un VS élevé, CRP presque normal, des cytopénies. On a d'autres fièvres prolongées qui peuvent être cette fois-ci un peu plus exotiques ou un peu plus rares, certaines endocrinopathies, la prise de certains médicaments. Et les neuroleptiques, les antibiotiques, on a des fièvres aux médicaments, hein, des fièvres aux médicaments, et on a aussi des allergies qui peuvent donner de la fièvre, notamment le Dress syndrome. Alors en conclusion, vous voyez que je pense que les fièvres non infectieuses, il faut les aborder de ces deux manières, fièvre récurrente versus fièvre prolongée. On a l'importance de l'interrogatoire, et puis on a le traitement minute pour le PFAPA. Et le PFAPA, pour vous, c'est sans doute moins facile que pour nous de le diagnostiquer, mais je suis convaincu qu'il y en a aussi, il faut y penser. Ensuite, on a d'autres traitements immunosuppresseurs un peu plus adaptés. Et donc, je vous remercie pour votre attention et prêt à prendre les questions.